Radio J. Le 10-11, Lise Goutman. Radio J. La revue des revues. Lise Goutman. Radio J. Bonjour David Reinhardt. Bonjour. Alors la revue des revues ce matin, nous allons évoquer avec vous Écran de veille, c'est un hors-série, traumatisme post-7 octobre. Alors ce numéro est intitulé donc traumatisme avec un, entre parenthèses, un S, un ou plusieurs. Quel est l'objectif de ce numéro, David ? Alors, c'est un numéro qu'il faut absolument se procurer et lire. Sa brillante rédactrice en chef est Martine Gozlan, qui dans le texte introductif dit à quel point, bien que l'heure de la commémoration avait sonné, le 7 octobre, rien n'a changé. Elle évoque notamment l'ampleur du déni, c'est-à-dire ce contre-récit qui s'est mis en place dès le 8 octobre et qui a transformé le premier pogrom sur le sol de l'État hébreu en détail de l'histoire. Ce narratif s'est installé avant même l'entrée de Tsahal à Gaza, Oui. tandis que la riposte était contestée sur la scène mondiale comme n'a jamais été la réaction d'un pays à une attaque sans précédent contre des civils sur son sol. La réalité, constate Martine Gozlan, s'est inversée au plus haut niveau symbolique avec l'accusation de génocide devant la CPI. Alors justement, elle parle d'une déchirure qui s'agrandit au sein de nos sociétés. Oui, en effet, une déchirure qui provient notamment de cette haine préparée et orchestrée par des décennies de propagande islamiste, alors que la population de Gaza est prise en otage par les djihadistes du Hamas, qui lui interdisent, on le sait, l'accès au tunnel pendant les bombardements, et pillent les camions de l'aide humanitaire en tirant sur la foule des affamés. Une partie de la jeunesse occidentale célèbre le Hamas comme un héroïque mouvement de résistance. Il fallait tenter de réparer à notre juste mesure à cette déchirure que vous évoquiez en disant le réel et en démontant les mythes. C'est ce à quoi s'emploie avec brio ce numéro spécial tissé de signatures venues de tous les horizons. Alors justement, des signatures parmi lesquelles on trouve Georges Bensoussan qui analyse la signification existentielle des massacres commis par le Hamas le 7 octobre 2023. Oui, et il pointe notamment ce qui, dans cette orgie de cruauté, s'inscrit dans l'histoire et les massacres perpétrés en 1929 et 1948. Parce que les crimes sexuels commis le 7 octobre ne furent pas seulement ceux d'une société frustrée, ils répondent aussi, nous dit l'historien, à la géographie mentale de l'islam. Les crimes du Hamas constituent en effet un prolongement de la réponse réservée par la tradition islamique à la révolte des dominés qui doivent apprendre à vivre dans, entre guillemets, la crainte existentielle du maître musulman. Qui travaille sur l'histoire de ce conflit ne peut éluder la place du juif dans l'économie psychique du monde musulman. Alors pourtant, cette condition minorée du juif a été abolie par l'Empire ottoman. Alors oui, il en parle. Par-delà cette abolition de la dîma dans l'Empire ottoman en 1856, cette condition minorée et dominée perdure dans les esprits. Depuis 1948, elle est toutefois durement démentie par un État d'Israël souverain dont l'armée inflige défaite sur défaite à des musulmans. Et c'est là, au sens premier du terme, un impensable qui rend compte de déclarations qui balancent entre le déni de réalité, lorsque les musulmans, le monde arabe parle de l'entité sioniste, et les appels à la destruction de l'État juif, comme l'exprimait sans filtre fin avril 2024 le délégué du Qatar lors d'une réunion de la Ligue arabe. Alors, ce numéro, je le rappelle, ce hors-série écran de veille consacré à cette thématique s'emploie justement à dénoncer le rôle du Qatar dans le déchaînement de la haine anti-juive. Oui, exactement. Le Qatar, l'Iran. Prenez le texte important de Fatia Agad Boudjala dans la revue intitulée « Je combats la judéophobie au sein même de ma famille ». Pas une discussion avec mes frères, dit-elle, sans propos haineux. Elle les cite.
Je rêve qu'il y ait davantage de 7 octobre. La pire race du monde, qu'ils crèvent tous. Une haine, dit-elle, qu'ils transmettent sans honte à leurs enfants. Elle écrit ceci. C'est peut-être la seule politisation, dit-elle, dont sont capables les musulmans. La haine viscérale qui réclame l'extinction d'un peuple. Et puis, il y a aussi cette accusation fantasmatique. Ils dominent le monde. Il n'y a que 16 millions de juifs dans le monde. La démographie n'est pas en leur faveur, mais ils dominent, nous dit-on. Ils sont riches, mais que pèse l'argent de la minorité de juifs contribuant au fonctionnement des universités face aux milliards déversés par les dictatures islamistes. De fait, le Qatar est depuis quelques années le premier contributeur des universités américaines dans une logique de soft power. Alors, le retour sur investissement n'a pas tardé. En effet, Nora Bussini montre dans la revue comment depuis le 7 octobre, les campus américains défraient la chronique par la radicalité des mouvements étudiants pro-palestiniens, les manifestations, les actions violentes, discours antisémites et la proximité avec des organisations terroristes ont bouleversé le calendrier universitaire. Adrien Calamel, un spécialiste américain de l'histoire du Moyen-Orient, qui travaille notamment sur la menace iranienne, décrypte lui aussi la vague antisémite qui déferle sur les campus américains. Il pointe le wokisme, le langage antiraciste et l'intersectionnalité qui sont devenus les armes du nouvel antisémitisme en Occident, fruit d'un mariage entre le marxisme et les protocoles des sages de Sion. Le langage des opprimés est utilisé contre les juifs, dépeints comme les oppresseurs. Alors, ce numéro donc hors série Écran de veille, montre comment un redéploiement de l'antisémitisme s'opère aujourd'hui sous couvert d'antisionisme. Oui, à lire les écrits des antisionistes radicaux, Israël, qui est pourtant l'un des plus petits États de la planète, constituerait la principale menace pour la paix dans le monde. À n'en pas douter, nous dit Joël Kotek, le conflit israélo-palestinien offre aux antisémites un champ d'interprétation permettant de crédibiliser les vieux systèmes d'accusation qui ont visé les juifs durant des siècles et que l'on pensait disparu de l'espace public depuis la Shoah. Il date, cet antisémitisme systémique, de l'installation de part et d'autre de la Méditerranée, du christianisme d'abord et de l'islam ensuite, parce que l'église et la mosquée sont filles de la synagogue, elles sont nées d'elle, grâce à elle, autour d'elle, et l'hostilité au judaïsme est d'abord un déni de filiation. Comme le résume Daniel Siboni, l'origine de la haine, c'est la haine des origines. La revue montre aussi comment une certaine gauche surfe sur cet antisémitisme d'obédience islamique. Alors, Pierre-André Taguieff analyse les origines révolutionnaires de la nouvelle judéophobie de gauche, de Bakounine à Mélenchon. Il décrit la mythologie politique dont ont hérité les partis et les mouvements néo-gauchistes contemporains qui recyclent la figure du juif meurtrier rituel censé renaître dans celle du soldat israélien qui bombarde la bande de Gaza après le méga-pogrom du 7 octobre. Et les victimes sont ici des Palestiniens, perçus avant tout comme des musulmans censés faire acte de résistance, d'où l'accusation d'islamophobie et de génocide. Alors, ce cynisme électoral de l'extrême gauche porte-t-il ses fruits, David ? Alors, force est de constater que oui, hélas. Les lieutenants de Mélenchon accompagnent avec l'arrière-pensée clientéliste d'en tirer quelques profits électoraux la montée d'un antisémitisme d'obédience islamiste chez une large partie de la jeunesse arabo-musulmane. Dans un texte intitulé La tectonique des antisémites, Pierre Rollet et Gérard Legros montrent que cet antisémitisme se nourrit du conflit israélo-arabe et que c'est la raison pour laquelle LFI hystérise délibérément le débat à ce propos au point de faire sa campagne exclusivement autour de la guerre à Gaza. Le résultat est là. Lors de l'élection présidentielle de 2022, 69% des musulmans ont glissé un bulletin au nom de Jean-Luc Mélenchon dans l'urne. Pire encore, des islamistes parmi les plus radicaux, comme Vincent Guyot, dit Vincent Souleymane, un prédicateur salafo-frériste connu pour sa haine anti-juif, ou Annie Ramadan, connu lui pour être favorable à la lapidation des femmes adultères, appelés à la veille des présidentielles, leurs coreligionnaires
à voter Mélenchon. Alors pour terminer sur ce hors-série écran de veille, à quoi appelle la revue pour laisser place à une nouvelle espérance de paix, David Reinhardt? Depuis 16 ans, le monde savait et fermait les yeux sur le terrifiant diktat théocratique infligé par le Hamas aux populations palestiniennes de Gaza. Le port du voile obligatoire, même pour les Gazaouis de confession chrétienne, les razzias punitives contre les non-jeûneurs pendant le Ramadan, l'endoctrinement islamiste forcé des enfants, répression, exécution extrajudiciaire d'opposants appartenant aux factions palestiniennes concurrentes du Hamas sous de fallacieux prétextes d'intelligence avec l'ennemi. Le Hamas est devenu le deuxième mouvement terroriste le plus riche au monde, derrière Daesh, selon un classement de la revue Forbes. Alors, un préalable s'impose aujourd'hui à l'éclosion d'une nouvelle espérance de paix, mettre fin à l'occupation de Gaza par le Hamas. On trouve tout cela si bien résumé, merci à vous David Reinhardt, dans la revue hors-série Écran de veille, sous la direction de Martine Gozlan. À très vite David, merci. Merci.